Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, je suis super content de vous retrouver pour ce 7ème épisode d'Eurojour. La bonne nouvelle, c'est que juste avant de m'enregistrer, j'ai dû vérifier à quel épisode on en était, ça montre que la série progresse petit à petit. Et c'est donc le 7ème, une semaine d'Euro qui s'écoule déjà, ça va tellement vite. Mais ravi de vous retrouver en tout cas pour parler des rencontres de la veille qui ont été comme prévu très intéressantes, très séduisantes. On avait une belle journée en face de nous et aucune rencontre n'a véritablement déçu, donc comme d'habitude, on va les aborder tour à tour. D'abord le match de 15h, la victoire de l'Ukraine contre la Macédoine, ensuite un long mot pour Danemark-Belgique, peut-être le meilleur match des trois, et on terminera avec la rencontre des Pays-Bas contre l'Autriche, même si on ne terminera pas tout à fait, puisqu'il y aura aussi, comme d'habitude, la séquence prono, où on essaiera là de faire un 3 sur 3, comme hier, comme sur ces trois matchs, mais je doute qu'on y arrive. Alors on est parti sur Ukraine-Macédoine, un match en demi-temps, c'est un leitmotiv assez récurrent, c'est un thème qu'on va retrouver notamment sur la deuxième rencontre, mais un match en demi-temps, cette Ukraine-Macédoine, une première où l'Ukraine, je dirais, a montré à nouveau toutes les belles qualités qu'on avait entreaperçues contre les Pays-Bas, et une en particulier peut-être, à savoir beaucoup de justesse avec ballon. Je pense notamment au jeu de combinaison qui a régulièrement impliqué Yaremchuk, toujours aussi sympa comme joueur, mais aussi à des inspirations individuelles, comme celle de Zinchenko juste avant la pause. Il enchaîne roulette à l'entrée de surface et passe de l'extérieur aiguisé, un geste très remarquable. Super exploitation des espaces aussi sur cette première mi-temps, à l'image du second but dans le dos d'une défense macédonienne qui elle était toujours aussi lente. Ça c'est un des points qu'on s'était noté à l'époque contre l'Autriche il y a quelques jours, qui s'est confirmé à nouveau ici. Et puis de l'agressivité sans ballon pour l'Ukraine, également l'envie constante d'aller très vite vers l'avant à la récupération. Voilà, une Ukraine assez séduisante, je me suis noté, et en face une Macédoine plutôt décevante par rapport à ce qu'on avait vu contre l'Autriche. La bonne illustration, l'illustration facile, c'est peut-être la première période d'Elif Elmas, qui avait été vraiment délicieux contre l'Autriche, des gestes techniques, des inspirations superbes. Là, beaucoup plus en dedans, une passe ratée, plusieurs gestes ratés, et moins de justesse technique pour cette Macédoine qui nous avait un peu enthousiasmé. Donc moins le cas en première période. En revanche, en seconde, tout change, et là on commence à voir des Macédoniens beaucoup plus justes et entreprenants, alors que l'Ukraine montre un autre visage. C'est en particulier peut-être celle d'une défense naïve, et si on doit faire le tableau récapitulatif des forces et des faiblesses de cette Ukraine que j'avais un peu annoncé comme étant une des surprises potentielles de ce tournoi, la défense et la naïveté de cette défense, c'est quelque chose que je mettrais assez facilement dans la colonne des moins, du malus. Elle a été sauvée à plusieurs reprises par son gardien Bouchan qui fait lui un top match. Il y a eu quelques moments de lumière, c'est vrai, toujours cette envie d'être super vertical à la récupération, on le voit avec Chaparenko qui se projette tout de suite après sa première passe, et ça fait la différence, ce genre d'appel immédiat, solliciter le 1-2 après la première passe dans une zone un peu reculée, ça fait la différence, mais globalement je pense qu'on peut dire que l'Ukraine a baissé de pied, c'est ce qui fait peut-être entre autres que j'ai pas porté leur maillot alors que j'ai vraiment envie, et j'espère que j'aurai l'occasion de le faire avant la fin de l'Euro, la Belgique méritait aussi. Mais bref, l'Ukraine un petit peu décevante, baisse de pied, et aurait même pu se laisser surprendre par une Macédoine qui revient à 2-1. Finalement, les Macédoniens réussiront pas à prolonger cette folie jusqu'au bout, jusqu'au dernier quart d'heure, et là je pense que la condition physique a joué, alors observation parmi d'autres, mais on voit par exemple Mousliou, le défenseur central, qui a des crampes dès la 73e minute. La plupart de ces joueurs macédoniens n'évoluent pas dans des championnats à très haute intensité physique. Mousliou par exemple, il joue chez le 3e du championnat hongrois, du dernier championnat hongrois. C'est peut-être là aussi qu'on peut voir les différentiels de niveau, les deltas entre les différentes sélections. Il y a la qualité technique, il y a peut-être l'organisation tactique, et encore sur ce que la Macédoine nous avait montré contre l'Autriche, on l'avait pas senti nettement en décalage sur ce plan-là. Mais la question physique, par exemple, peut jouer avec des joueurs un petit peu moins, on va dire, habitués aux joutes à très très haute intensité. En tout cas, ça n'a pas permis à la Macédoine de prolonger son temps fort sur le money time, sur ce dernier quart d'heure. Et au bout du compte, l'Ukraine se retrouve à la deuxième place du groupe, devant l'Autriche au nombre de buts marqués. Ils auront besoin que d'un nul dans quelques jours pour s'assurer les huitièmes à la deuxième place. D'ailleurs, il est possible qu'un nul arrange les deux formations, l'Autriche et l'Ukraine, parce qu'avec 4 points, même si l'Autriche est une troisième, il devrait être qualifié. Mais l'Ukraine en bonne posture pour rallier ses huitièmes de finale, et la note que j'ai choisie sur cette rencontre, c'est 13 sur 20, assez animé. Ça aurait même pu monter peut-être un petit peu plus haut si on avait eu une Macédoine encore plus performante sur le dernier quart. Mais voilà, un Ukraine-Macédoine super sympa, un peu comme prévu. Moins que Danemark-Belgique peut-être, qu'il a été vraiment un top match. Alors
le plus attendu, ça c'est certain, mais aussi celui qui nous a le plus satisfait, et encore une fois, une affaire de demi-temps. Alors effectivement ici l'analyse me semble assez simple, je pense qu'on peut dire que pendant 45 minutes, les 45 premières, le Danemark a totalement écrasé la Belgique, ils ont été supérieurs dans à peu près tous les compartiments du jeu, collectivement supérieurs surtout, nous ont offert quelques séquences de jeux combinés merveilleux comme ici, et je dirais aussi que ce combo appel incessant, beaucoup de solutions proposées pour le porteur, et aussi un pressing assez étouffant, avec une Belgique qui avait beaucoup de mal à se sortir de sa moitié de terrain, bah, ça a souligné à quel point les Danois étaient sur cette rencontre avec un niveau d'énergie débordant, vraiment beaucoup d'intensité dans tout ce qui était fait, ça a contribué en grande partie à leur succès initial. On peut peut-être l'expliquer par le fait qu'ils ont été poussés par leur public, comme attendu, mais souvenez-vous, dans la preview, on imaginait peut-être le fait que ça pouvait les inhiber plus que les transcender. En tout cas, pendant 45 minutes, ça a été totalement l'inverse, ça les a carrément transcendés, avec tout le contexte très particulier qu'on connaît, psychologique, émotionnel, un Parken, ce stade de Copenhague magnifique, vraiment en grosse ambiance. Donc ça, c'était super. Et puis, voilà, juste une super équipe de foot, c'est ce Danemark, un collectif performant qui rejoint les vestiaires à 1-0, mais 9 tirs à 1, qui a totalement écrasé cette Belgique. On se dit que pas grand chose peut leur arriver, surtout qu'en face, le seul circuit un peu prometteur que la Belgique réussissait à mobiliser, c'était en gros ces ballons à destination de Lukaku qui, dos au jeu, essayait de trouver des relais lancés face au jeu ensuite, mais une production globalement assez proche du néant. Alors forcément la question qu'on se pose, c'est comment est-ce que ça a changé, comment est-ce que la Belgique a remporté cette rencontre. Bah vous avez la réponse en miniature, je pense que tout le monde a la réponse, et vous savez à quel point ça me rend heureux aussi, c'est grâce à un immense Kevin De Bruyne. Il rentre dès le retour des vestiaires, donc dès la 46e minute, j'imagine qu'on appelle ça comme ça, et alors sans transfigurer le visage collectif d'une Belgique qui n'a pas été collectivement impressionnante, il a juste injecté un supplément de qualité qui est énorme par rapport à ce qu'il y avait sur le terrain, et on voit que ça fait la différence. On le voit sur le but de l'égalisation où après un énorme travail de Lukaku, il réussit un enchaînement parfait pour servir Thorgan Hazard. On le voit sur le but du 2-1 aussi où après un énorme travail de Lukaku à nouveau et du jeu combiné très précis en trait de surface, il va fusiller Schmeichel du pied gauche en une touche, puis il a régalé en fin de partie aussi avec des gestes vraiment calibre élite. Alors à l'heure de jeu, les entrées d'Eden Hazard, de Witsel aussi ont fait beaucoup de bien. Finalement, il aura fallu attendre la 4e mi-temps de la Belgique sur ce tournoi pour la voir vraiment au complet, pour la voir peut-être avec... alors ça se discute, vous me direz ce que vous en pensez, surtout les Belges, mais peut-être son top 6 meilleures individualités sur le terrain en même temps. Le top 6, Kevin De Bruyne, Lukaku, Hazard, Witsel, Tielemans et Courtois, peut-être qu'on peut voir les choses comme ça. Ça a fait la différence, et finalement cette Belgique fait un peu penser à l'équipe de France, sans être bluffante collectivement comme on l'a dit. Elle a suffisamment de crack en réserve pour retourner une rencontre, et on a envie de la voir davantage avec son équipe type sur le terrain, ça c'est sûr. Alors ça m'empêche pas toutefois de rester un petit peu mesuré, parce qu'on l'a vu en souffrance sur les 10 dernières minutes notamment. On a aussi vu une défense qui reste un peu effrayante, inquiétante. Bien sûr la grosse bourde de Jason Denayer sur l'ouverture du score, mais aussi Toby Alderweireld en difficulté au bout de 5 minutes, et le Danemark pas loin de doubler la mise sur cette action. Peut-être un petit peu surpris par l'absence de Boyata qui était là sur la première rencontre à la place de Denayer, qui retrouvera peut-être ce poste de titulaire sur le 3e match, peut-être sur les 8e de finale. Voilà, à voir. En tout cas ça faisait plaisir de voir la Belgique rebondir sur cette deuxième période, vraiment plaisir, surtout vu ses individualités que j'adore, et un grand Kevin De Bruyne, ça m'a régalé. Maintenant une petite pensée pour les Danois quand même, quand on fait leur bilan sur les deux matchs, c'est une stat que j'ai retrouvée sur Twitter, il y a 43 tirs pour eux en 2 rencontres, contre la Finlande, contre la Belgique, 43 tirs au total pour 1 but, 7 petits tirs concédés pour 3 buts encaissés. Et du coup, je pense que c'est pas inutile de replacer un petit peu les choses dans son contexte, de continuer à voir ce qu'on a vu du côté du Danemark comme étant très positif, une très bonne production. Il y a le contexte qu'on connaît sur la première rencontre qui est évidemment très particulier. Ici, ils jouent un petit peu de malchance pour cette défaite. Maintenant, pour moi, ils sont pas du tout sortis. Avec une victoire contre la Russie au 3e match, si la Belgique bat la Finlande, ce qui devrait être un résultat assez logique, ils peuvent encore finir 2e, ils finiraient 2e dans ce cas-là. Pour moi, ils vont se qualifier, et pour moi, ils mériteraient cette qualif. Je pense qu'ils vont battre la Russie. De tout ce qu'ils ont montré pour l'instant, ils restent en réalité une des plus belles équipes de l'Euro. Et c'est ça qui me fait donner à ce match la meilleure note qu'on ait donnée pour l'instant, à égalité avec 2 autres rencontres, il me semble. C'est 16 sur 20. J'ai trouvé un très beau collectif danois, l'ambiance de Copenhague, comme on a dit, du suspense, cette deuxième mi-temps renversée, Kevin De Bruyne immense, pour mon plus grand plaisir, et aussi le bon match, la bonne première période, notamment de Mikkel Damsgaard, le jeune danois qu'on surveillait un petit peu sur ce début d'Euro. Donc voilà, tout pour plaire, vraiment une très belle rencontre. Dites-moi quelle note vous mettriez en commentaire, peut-être encore plus haut, notamment vu le côté suspense et renversement de situation.
En tout cas, ça m'a beaucoup plu. Et enfin, un mot pour Pays-Bas-Autriche. Alors, une victoire assez nette des Pays-Bas contre une Autriche qui les a rarement inquiétés, en gros. On a vu certaines des choses qu'on avait vues contre l'Ukraine, assez positives. Par exemple, un contre-pressing plutôt réussi, à l'initiative parfois de Martin de Roon. Un superbe Frenkie de Jong, vraiment quel régal absolu. Percussion via la passe, mais surtout via le dribble, capacité à sortir de la pression et juste à faire ses différences, à porter le ballon sur les 20, les 30 mètres, qui permettent ensuite aux Pays-Bas d'attaquer la profondeur, d'attaquer l'espace. Super Frenkie de Jong. On a aussi vu Dumfries qui marque encore, rapport aux choses qu'on avait vues contre l'Ukraine, et des Pays-Bas qui généralement aiment attaquer l'espace le plus vite possible. Après, ça se fait peut-être, et c'est ce que je me suis noté dans la colonne des moins, entre guillemets, ça se fait peut-être au détriment d'une plus grande maîtrise. Les Pays-Bas semblent rarement en maîtrise, alors qu'ils avaient pourtant une qualité technique vraiment supérieure à l'Autriche, j'ai trouvé sur cette rencontre. Beaucoup d'occasions gâchées aussi, ça c'est un point négatif. 2 coups sur coups en fin de première mi-temps notamment. Ici par exemple, Memphis Depay doit faire beaucoup mieux. Côté autrichien, on a vu des choses intéressantes par moment, mais voilà, ça a été très sporadique, trop sporadique. Et j'étais moins convaincu finalement que parce qu'ils avaient monté contre la Macédoine avec ballon. Zabitzer un peu décevant par exemple. Alaba directement fautif sur le penalty de l'ouverture du score aussi, donc juste pour parler des 2 passeurs décisifs contre la Macédoine, les 2 premiers. Des rencontres un petit peu en demi-teinte. La note, j'ai mis 14 sur 20, ça a resté un match super plaisant. Une belle victoire des Pays-Bas qui, à mon avis, conforte ce rang d'outsider qui me semble quand même un cran en dessous sur la vraie maîtrise par rapport aux autres cadors qu'on a pu évoquer pour l'instant, mais une belle victoire des Pays-Bas tout de même. Et 3 matchs très plaisants à bien des égards, esthétiquement aussi. Alors, vous allez trouver ça peut-être un petit peu bizarre comme réflexion, mais ce que j'ai bien aimé sur ces 3 matchs, c'est qu'à chaque fois, on avait, du point de vue des maillots, alors c'était super plaisant sur le terrain, sur le jeu, comme on l'avait imaginé, mais du point de vue des maillots, on avait à chaque fois des équipes qui se présentaient avec un ensemble uni, c'est-à-dire maillot, short et chaussettes de la même couleur. La Macédoine tout en rouge, l'Ukraine tout en jaune, ensuite on avait la Belgique tout en blanc, le Danemark tout en rouge, les Pays-Bas orange complet et l'Autriche noir complète, et puis en plus c'était, alors ça c'est encore plus que l'esthétique, c'est juste un petit toc peut-être, j'aimais bien le fait que la combinaison de ces 2 couleurs donnait les couleurs du maillot domicile de l'équipe. Par exemple, pour expliquer, les Pays-Bas jouaient en full orange et l'Autriche en full noir. L'équipe qui était à domicile sur ce match jouait en noir et orange, les Pays-Bas. Il y a un petit liseré noir sur leur maillot. Pareil pour Danemark-Belgique, rouge du Danemark, blanc de la Belgique, c'est le rouge et blanc de l'équipe haute. Et enfin, pour Autriche-Macédoine, même si la Macédoine n'est pas théoriquement jouée pas à domicile, puisque le match se jouait à Bucarest, il me semble, du coup la Macédoine était en rouge, l'Ukraine en jaune, et la Macédoine, son maillot est rouge et jaune. Bref, on a parlé beaucoup trop longtemps pour dire ça, mais ça m'a plu, et peut-être que certains d'entre vous l'avaient remarqué aussi. En tout cas, on passe au prono. Voilà, je pense qu'on va essayer de se départir de cette analyse un petit peu bizarre. 3 matchs plaisants esthétiquement, et aussi un 3 sur 3 au niveau prono, comme on l'a évoqué. On va essayer de faire pareil, ça va être compliqué, parce que les rencontres me semblent beaucoup plus difficiles à lire. D'abord, Suède-Slovaquie de 15h. Si je devais partir sur une intuition, je dirais que je comprends pas trop pourquoi la Suède est à ce point-là favorite. Elle est à 1,80, la Slovaquie à 4 et quelques. Je comprends pas pourquoi, vu ce qu'ils ont montré contre l'Espagne, c'était très pauvre. Et vu à quel point la Slovaquie était séduisante contre la Pologne, qu'ils ont battu en plus. Alors c'est sûr, attention à Ishak, et on parle aussi d'un retour potentiel de Kulusevski, peut-être que c'est ça qui joue. Mais personnellement, j'irais bien sur le Slovaquie ou nul à 1,92, qui est plus que la victoire de la Suède et qui offre 2 options quand on a vu ce que la Slovaquie avait montré sur le match précédent. Ça me semble pas totalement irréaliste. Ensuite, Croatie-République tchèque, exactement la même réflexion en fait. La République tchèque que j'ai trouvé assez sympa contre l'Écosse, même plus que sympa. La Croatie en revanche plutôt pauvre contre l'Angleterre, et c'est la Croatie qui est large favorite. Donc je vais partir sur nul ou République tchèque à 1,62, 2 options offertes à nouveau. C'est quasiment pareil que la Croatie qui a un petit peu plus de 2, à peine 2,10 peut-être, quelque chose comme ça. Bon, petit risque forcément, à chaque fois on part pas sur le favori, mais on s'offre un petit peu plus d'options. Et enfin, Angleterre-Écosse, 21h. Alors j'attends mieux de l'Angleterre sur la problématique tactique qu'on avait identifiée, la liaison avec l'entrejeu. J'attends aussi un super match niveau ambiance. Ça fait 2 jours que mon Twitter, qui est assez orienté anglophone, et mon du foot anglophone, ça fait 2 jours que mon Twitter parle que de ce match, cette Angleterre-Écosse, qu'on avait noté sur le calendrier depuis plusieurs mois maintenant. Donc ravi de voir ça à Wembley, mais si on s'attend à une physionomie, on s'attend quand même à la victoire de l'Angleterre. Elle est à 1,29. Ça donne un combiné total qui est à 4,01, c'est le plus faible pour l'instant qu'on ait donné
abonnés. Bon, je sais pas s'il a de grandes chances de se réaliser, parce qu'on part quand même sur des petites surprises, notamment sur les 2 premières rencontres. Mais voilà en gros pour mes intuitions basiques. Si ça vous intéresse, si vous voulez miser sur BetClick là-dessus ou sur d'autres intuitions, les vôtres, vous pouvez le faire avec le code promo Willou, ça vous offre 200 € à l'inscription. Le bonus de bienvenue qui s'élève à 200 € que vous débloquez avec le code promo Willou, c'est en gros le premier pari remboursé à hauteur de 200 € si perdant et en pari gratuit. Pariez uniquement l'argent que vous avez à perdre, évidemment, ça me semble assez logique de dire ça, mais c'est important de le rappeler. Et puis aussi en utilisant ce code promo Willou, si ça vous tente, sachez que ça me donne une petite commission à chaque utilisation et ça m'aide énormément. Donc n'hésitez pas, je vous mets les liens qui expliquent peut-être encore mieux tout ça en commentaire et en description, n'hésitez pas à les regarder. Et merci de votre aide, on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu, bien sûr. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit pouce bleu. Si vous voulez pas rater les prochains épisodes d'Eurojour, tous les jours sur YouTube à 7 h du matin, vous pouvez vous abonner à la chaîne. On se retrouve très vite, passez une super journée, excellente soirée, bon match de l'Euro, et à bientôt, bisous.